Bonjour les amis, nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Mais avant, j'ai pas mal de personnes qui se plaignent du bruit au début de la vidéo. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à l'enlever. Pourtant, mon casque est parfait, il est neuf, il est de très très bonne qualité. Ça vient peut-être de l'ordinateur, j'ai essayé quelques réglages, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer juste de laisser le temps de parler tout de suite pour que vous n'entendez pas ce, ce bruit de tronçonneuse. Sinon, on va changer le titre de la chaîne et on l'appellera argent en travaux. Alors on va commencer, je vous parlerai aujourd'hui de l'actu générale, ensuite je vous parlerai du XRP, je rappellerai un petit peu de Stobox. Je ne sais pas si vous connaissez Stobox, j'avais fait une vidéo sur Stobox qui est à mon avis un super investissement sur le long terme. Et on terminera par la petite minute complotiste. On va commencer par l'actualité, mais avant, on est obligé de parler du calendrier économique parce que cette semaine, c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de choses. Donc, on va avoir ce qui est important. La décision de la banque japonaise sur les taux d'intérêt. On va avoir l'IPC annuel en Europe pour l'euro. Et surtout, c'est aux États-Unis qu'il faut aller voir. C'est au niveau du chômage, bien sûr, et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt avec la conférence de presse qui sera mercredi 31 juillet. Voilà, on va commencer l'actualité et on a les consommateurs américains qui sont de plus en plus dans le rouge, c'est-à-dire un nouveau rapport a montré que si l'économie continue à faire preuve de force, la faiblesse sous-jacente des dépenses de consommation pourrait la ralentir. C'est ce qui se passe en fait dans le monde entier. Les acheteurs sont devenus de plus en plus sensibles au prix, réduisant les achats discrétionnaires ou se substituant à des articles moins chers. L'épargne appauvrie et l'augmentation de la dette pèsent également sur les consommateurs. Donc on va arriver à une inflation et après une stagflation. Voilà, donc ça c'est mondial, hein. C'est pas que aux États-Unis et je pense que l'Europe va le sentir encore plus vite que les Américains. On continue, on a eu un hack de Casper, c'était logiquement le 28 juillet que ça s'est passé. Il y a eu un hack, le prix a chuté, pas non plus comme par exemple le hack de Telcoin où ça avait vraiment chuté de malade. Là ça a quand même moins chuté, mais le prix a chuté. Après moi je ne suis pas sur Casper, mais personnellement je vous donne mon avis. Je pense que justement ça peut être une opportunité d'investir sur Casper, même si là il y a eu une faille de sécurité. C'est pas la première crypto. En 2017 Ethereum a eu une faille importante. En 2017 vous avez Telcoin qui a eu une faille, ça n'a pas posé. Vous avez Hedera l'année dernière en mars qui a eu un hack aussi, il faut le savoir. Donc vous avez comment s'appelle Bitenser, Tao, qui a eu un hack aussi. Il faut comprendre que ça arrive et c'est pas pour ça que cette blockchain est out. Donc en tout cas je vous donne mon avis, mais je vous montre juste un petit truc qui est lié, mais pour voir un petit peu qu'il y a une matrice. Vous voyez là, Casper c'est une chaîne de restaurants et regardez bien, vous avez le menu, qu'est-ce qu'on voit? Casper hack. Et là regardez, The Sweet Lab. Déjà, qu'est-ce que va faire dans un menu des noms comme ça, alors que vous voyez le reste c'est Romain, Jack Chicken, Bertha, Gloria, etc. Et là vous avez Hack et The Sweet Lab. Voilà, c'était un petit aparté. On continue et on a les législateurs de Hong Kong qui pensent à faire tout simplement le Bitcoin comme une réserve fiscale, enfin une partie bien sûr, comme les États-Unis l'ont dit récemment.
Entre autres, Trump et le sénateur Lumins l'ont dit aussi, qu'ils voulaient justement faire ça. Ça se démocratise un petit peu. Voilà. Bon, c'est toujours bon pour la crypto-monnaie. On continue et on a Van Eck qui dit que le Bitcoin atteindra 3 millions de dollars en 2050. De toute façon, étant donné qu'il est lié à BlackRock, etc., il ne va pas vous dire le contraire. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le Bitcoin vaut 3 millions en 2050, ça veut dire qu'en fait la monnaie, le dollar s'est dévalué de malade, et je plains les gens qui seront restés dans le système fiat, parce que là ça veut dire que ça s'est dévalué, que la monnaie s'est dévaluée de malade. Voilà. Après, est-ce que ça ira en 2050? On ne peut pas savoir. Personnellement, en tout cas le Bitcoin, je ne pense pas. Peut-être d'autres cryptos possibles, mais je ne pense pas que le Bitcoin atteindra 3 millions en 2050. On continue et on a Coinbase qui ajoute un ancien assistant, alors un avocat de Bill Clinton, qui était avocat dans la Cour suprême, et donc ils les ont ajouté tout simplement. Il s'appelle Chris Lehan, et il est au conseil d'administration de Coinbase. Voilà. Faut comprendre que Coinbase, ça va être le JP Morgan des exchanges, c'est-à-dire ça sera le JP Morgan de la crypto en fait. Ça va être avec, je pense, Uphold, ça sera et Kraken aussi bien sûr. Je pense que ce sera vraiment les exchanges qui seront les plus importants aux États-Unis. Donc pour ceux qui ont acheté des actions quand c'était à bas prix de Coinbase, bien joué à eux. On continue et on a la dette nationale américaine qui passe à 35 trilliards. En fait, si on fait le calcul par rapport au nombre d'habitants, ça veut dire qu'il y a une dette de 100 000 dollars par habitant américain. Comment voulez-vous qu'ils remboursent avec une dette par personne de 100 000 dollars? Même si vous réduisez les dépenses sociales ou autres, ça ne changera pas. Il faut trouver un autre système, une autre façon pour améliorer, parce que là c'est insoutenable. Juste en passant, le Phoenix, je vous parle en gématrie, 35 trilliards. En gématrie, le Phoenix c'est 36. Et il y a des suspicions en fait que il flippe le système quand on arrive à une dette de 36 trilliards. Voilà. Là, arrivé à 36 trilliards, il lâche complètement, il débranche le système. C'est une rumeur à voir. On continue et cette fois-ci c'est la Malaisie qui fait une offre officielle pour rejoindre les BRICS. Plus ça va, plus il se renforce, et donc plus il se renforce, plus de l'autre côté ça s'affaiblit. Voilà. On continue et on a le ministre polonais des Affaires étrangères qui suggère que la Hongrie doit quitter l'Union européenne et l'OTAN. C'est en fait parce que Orban, qui est le chef d'État de la Hongrie, qui en fait a essayé de faire des tentatives de rapprochement pour qu'il y ait une paix. Et en fait, il faut bien comprendre que vous avez des États européens qui ne veulent pas malheureusement la paix. Pourquoi ils ne veulent pas la paix? Parce que tout simplement, ça permet de maintenir en fait le PIB de leur pays. Même les Américains, leur PIB, il tient une grosse partie du PIB, il tient uniquement parce que grâce au secteur actuellement militaro-industriel, et donc c'est grâce aux ventes d'armes, etc., qui peuvent en fait encore soutenir un peu leur PIB. Donc ils n'ont
aucun intérêt en fait, ces pays-là. Il faut savoir que ces pays-là s'écroulent. La Pologne, c'est pareil, que ce soit l'Allemagne, la France. Je vous rappelle que la France est le deuxième vendeur d'armes au monde, et bien ça permet de faire monter leur PIB, de vendre tout simplement des armes, etc. Et puis aussi bien sûr du blanchiment d'argent. On continue. Et là, c'est quelque chose qui est... J'ai vraiment beaucoup aimé cet article. On va l'étudier un petit peu. La crypto est la prochaine vague de smart money, de monnaie intelligente. Alors, en fait, cet article, si vous voulez, c'est un peu une étude de cas, de voir un petit peu comment ont évolué les actifs numériques. Voilà. Donc on va lire un petit peu. Il faut bien comprendre que c'est une étude de voir un petit peu les investisseurs, en fait, ce qu'ils ont, comment ils se sont comportés, est-ce qu'ils ont investi plus dans la crypto-monnaie ou pas. Et là, on voit, tout simplement, c'est intéressant ce graphique, on voit à quel coin ils ont préféré, et on voit que 98% c'est le BTC, Ethereum 78%, et vous avez en 4e position, on voit ici le XRP. On voit aussi à ce jour 62% des investisseurs ont alloué plus de 1% de leur actif à la crypto. L'enquête montre que le pourcentage augmente à 81% sur 2 à 3 ans, montrant une augmentation de plus de 30% des investisseurs prêts à engager, ça c'est important, prêts à engager plus de 1% des actifs en crypto. Donc en fait, ça va aller crescendo en montant, tout simplement. En ce qui concerne les family office en particulier, l'appétit pour la cryptographie est encore plus grand, 24% allouant plus de 5% de leur investissement. Et alors là encore mieux, on a l'organisme qui a donc fait les sondages a dit que 59% des répondants ont également déclaré qu'ils prévoyaient de lancer un fonds crypto au cours des 2 prochaines années. Voilà. Alors ce pourcentage atteint 90%. Donc il y a beaucoup que ce soit susceptible en fait d'avoir de plus en plus d'ETF par exemple. Et là c'est là le plus important. Alors je sais pas si on peut le mettre en plus grand. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu mieux. Qu'est-ce qui, pour eux, est le plus attirant dans en fait, tout simplement la finance décentralisée. Et qu'est-ce qu'on voit? Pour eux, 52% on disent que c'est la connectivité au AMM, en fait, aux fournisseurs de liquidités. Ensuite, c'est au service tout simplement des brokers. 39% c'est le prêt, l'emprunt et en fait l'emprunt et les prêts, voilà. Et le staking 37%, les supports pour la tokenisation des assets, voilà, aussi les stablecoins 26%, voilà. Donc on voit quand même que qui se positionne très bien pour les AMM, pour les services de dérivés et aussi pour les lending. Vous savez qu'actuellement il y a des amendements pour justement le lending et le borrowing. Donc on voit que c'est le XRP Ledger qui quand même se positionne bien, justement il est bien positionné par rapport à la demande de ses investisseurs. Voilà, je tenais à vous montrer cet article parce que c'est quand même assez je le laisserai d'ailleurs parce que c'est assez intéressant de le regarder attentivement. J'ai terminé pour l'actu tout simplement général,
Et on va maintenant juste parler une petite seconde de la communauté. Alors, si vous êtes sur CoinMarketCap, il y a la communauté de XRPH qui grossit pas mal et donne beaucoup d'informations. Si au lieu de chercher des informations, là vous avez toutes les informations. On voit là, il y a eu le listing sur MEX et on voit que la communauté sur CoinMarketCap de XRP Healthcare grossit pas mal. Voilà, donc ça vous évite d'aller chercher un petit peu toutes les informations. Si vous êtes sur CoinMarketCap, vous pouvez tout de suite voir les informations de XRP Healthcare. On va parler maintenant du XRP. La dominance qui monte, c'est pas trop mal. Elle a monté de 5%, on est à 1,50. On va aller regarder le prix. Il a pumpé, je crois, ce matin, ouais, il est à 6,30. On sent que c'est sur les starting blocks. Il faut une nouvelle, il faut une nouvelle. Voilà. Est-ce que ça sera eh bien, Jérôme Powell avec la baisse des taux, la nouvelle aussi, bien sûr, peut-être, mais moi je suis pas trop sur les dates. On dit avant le 1er août qu'il va y avoir une décision. Perso, pour moi les dates c'est des pièges justement, donc je suis pas trop pour, mais je pense que ça va se faire. Ça va se faire, faut juste être patient encore, ça va se faire. On continue sur toujours le XRP et on a un article qui dit que si XRP gère 10% des transactions de Swift. Alors, il faut savoir que je vous avais fait la dernière vidéo, je vous ai fait un peu des explications que Swift devait obligatoirement évoluer, sinon ils allaient mourir et qu'ils allaient être obligés d'utiliser RippleNet. Et donc, qu'il faut obligatoirement qu'ils s'adaptent. Et donc là, il dit, alors c'est Amélie, je crois que c'est ça, sur Twitter, qui dit que s'il y avait 10% qui était utilisé par RippleNet, eh bien ça atteindrait 1000$. Déjà, donc comment on peut savoir comment elle a fait le calcul? Franchement, c'est plus complexe que ça, et ça peut, à mon avis, 10% c'est même plus que 1000$, personnellement, je pense. Et par contre, Amélie, faut bien comprendre que j'ai rien contre cette personne, j'ai déjà vu ses tweets. Mais bon, moi ce qui me dérange un peu dans les influenceurs, c'est souvent en fait le but c'est de faire du buzz. Je vois énormément, surtout chez les Américains, moins chez les Français, déjà il n'y en a pas beaucoup, mais chez les Américains je vois énormément d'influenceurs qui chaque fois ils font des titres avec le prix, ça va faire x100, le truc à 10 000$, machin. Je pense que c'est pas bon du tout pour le XRP, parce que les gens après ils sont déçus, ils revendent. Faut comprendre que l'XRP c'est sur le long terme et que ça sert à rien pour l'instant de faire des grosses spéculations. C'est juste en fait du buzz. Ils veulent faire du buzz pour avoir des vues. Moi personnellement, je parle très rarement du prix. Je sais bien sûr, je l'ai déjà dit une fois, ma fourchette que je pense pour le bull run. Personnellement, je pense que ce truc-là peut aller, après selon les facteurs, peut aller à 10$ et peut même aller plus haut s'il y a d'autres choses qui se mettent en place, comme par exemple un ETF, etc. À ce moment-là, ça peut peut-être aller de 10 à 30, mais perso, je ne le vois pas aller au-dessus de 30$, en tout cas sur ce bull run. Mais même déjà, s'il va rien qu'à 10$, vous prenez vos gains et après vous rachetez quand ça baisse. Et voilà, donc il faut... moi personnellement, je joue... je vais vous dire un truc, je joue dès que ça bouge, je joue avec. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fonctionne sur le XRP. J'ai un petit peu qui est sur le AMM, déjà pour le tester, et puis ça me ramène des XRP chaque jour. Ensuite, je fais du staking sur YouHold, parce qu'il me donne 6% de gains. Alors vous allez me dire c'est risqué. Il faut bien comprendre que j'ai diversifié dans plusieurs endroits justement pour pas justement avoir de problème, et que dans mon wallet, dans mon cold wallet, j'ai une grosse partie qui ne bouge pas. Elle ne bougera jamais.
sauf quand il va y avoir des gros mouvements, là oui, j'irai les échanger, mais je garde quand même toujours un socle important, enfin important en tout cas pour moi, de XRP, et sur YouHold, bah, je joue avec, j'emprunte des XRP, je les revends, et aussi j'ai un peu de staking dessus qui me ramène 6%. J'ai trouvé plus que 6%, sur Nexo vous avez plus que 6%, vous pouvez aller jusqu'à 12%, mais j'ai pas confiance en Nexo, alors que YouHold, j'ai confiance par rapport aux réglementations. Ensuite, j'utilise aussi Rain, où j'ai des XRP sur Rain, et sur Rain, bah là je m'amuse à trader très souvent. Là vous voyez ce matin, là ça s'est passé, j'avais acheté quand c'était à 5,80, quand c'était descendu à 5,80, et là c'est passé à 6,30 et quelques tout à l'heure. J'ai tout simplement revendu une petite partie, et quand ça va baisser, bah, c'est comme ça que j'essaie de faire gonfler mon bag. Voilà, c'est un peu du day trading, mais voilà. Et donc voilà, en tout cas, la façon dont j'utilise mes XRP, j'essaie de faire grossir mon bag. J'ai pas besoin d'attendre qu'il fasse 10 $ pour gagner de l'argent sur le XRP. On continue, et là c'est assez intéressant. Ça c'est tout simplement un fonds alors ça a été audité en 2018 de Edmond de Rothschild. Voilà. Donc on va aller sur la page qui nous intéresse, même si tout est intéressant de voir dans quoi ils investissent, ces salopards. Et voilà, on peut voir qu'ils ont investi sur ce qu'on appelle un SICAV. Et vous voyez ici les contributeurs clés, on voit c'est marqué SBI Holding, et là on voit 60% derrière la... Alors ils mettent en fait les gains qu'ils ont fait, etc. Et là c'est important de mettre SBI en détient 8,7%, staké en Ripple XRP. Voilà. Donc on voit que, bon bien sûr, de toute façon, il y avait déjà des tweets de Rothschild qui ont été supprimés, où il disait que le XRP était en fait le nouveau système de réserve mondiale et qu'il fallait en acheter, mais ça a été supprimé à chaque fois. Je vous avais, en tout cas sur Telegram, je mettais ces tweets qui étaient supprimés, je les ai toujours en document. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré il y a un an, mais comme il y a pas mal de nouveaux arrivants, je vais remontrer. C'est quelqu'un qui a fait un site, qui a fait un travail monstrueux, et ça s'appelle Follow the Money. Et en fait, vous avez en bas ici, vous pouvez voir tout un ensemble de crypto-monnaies, et vous pouvez voir toutes les ramifications, que ce soit les institutions, les autres entreprises de crypto, les entreprises commerciales, aussi eh bien, le gouvernement, les organisations à but non lucratif, les ONG, etc. Tout ce qui est... donc là, on est sur le XRP. Je vais agrandir, vous devez agrandir. Et vous pouvez voir toutes les ramifications. C'est tellement grand qu'il faudrait chercher où est... en fait, voilà, ça c'est le CO, et on voit après, vous allez voir toutes les ramifications. Ici, Stéphane Thomas, Chris Larsen, vous avez toutes les, que ce soit les banques, les partenariats avec Tranglo, vous voyez, et ça va, mais ça va très très loin. Regardez toutes les ramifications avec les hommes politiques, etc. Tout, vous pouvez tout voir. Je vous laisserai le lien. Alors bien sûr, vous pouvez aussi sélectionner si vous voulez juste voir que les gouvernements. Par exemple, vous allez en haut là, et vous allez hop, cliquer. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va cliquer sur Ripple, XRP. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de... Ok, donc on voit ici les ramifications. Départ NSA.
Ok, on voit Israel Defense Force 8000. Oh là là, j'ai même pas vu ça. Bref, c'est assez intéressant. C'est le terrier du lapin, comme dirait l'autre. Je vous invite, je laisserai le lien si ça vous intéresse. Vous laissez-moi en commentaire si vous voulez, je vous laisse le lien. Voilà, on continue et on a 70 millions de jetons. Excusez-moi, je vais retourner sur Follow the Money. Regardez en bas, vous avez énormément de crypto. C'est pas uniquement pour le XRP. Vous pouvez regarder XLM, etc. Toutes les connexions, Casper. Voilà. On retourne à l'article suivant. 70 millions de jetons XRP se déplacent de l'échange Signal. Alors ça c'est aujourd'hui, il y a eu des mouvements, donc est-ce que c'est haussier? Pas forcément, mais bon, on sent qu'actuellement on est sur les starters. Il y a eu beaucoup d'achats, hein. Si vous regardez un petit peu Walls, les mouvements Walls des baleines, on voit qu'il y a eu beaucoup d'achats actuellement. Il y a des gens qui stockent. Alors bien sûr, il y a des particuliers qui vendent aussi, mais bon, ça n'a pas le même effet. Voilà. Donc il y a eu 70 millions de jetons qui se sont déplacés, ce qui est quand même beaucoup. On a eu un glitch sur MEX, le prix a sauté de 228%. J'ai cherché pour voir si quelqu'un avait réussi à acheter, personne n'a réussi à acheter. À chaque fois qu'il y a un glitch, comme je l'avais dit la dernière fois, il bloque en fait. Pour moi c'est une mise à jour parce qu'il bloque en fait, on ne peut pas vendre, mais ça serait intéressant de voir si un jour quelqu'un a réussi à vendre. Voilà, donc là il a sauté à peu près à 2 $. Voilà. On termine avec, pour Ripple, avec actuellement il est à nouveau disponible sur Linkto. Vous avez les actions à 42,13 $. De Ripple qui sont sur Linkto, qui sont en vente. Et regardez, ça c'est intéressant. Ils ont fait un espèce d'ETF où vous avez Ripple Uphold, Uphold est vraiment une opportunité, surtout à 3 $ actuellement, et Kraken. Donc là, vous avez, c'est comme un ETF, vous pouvez acheter dans les trois actions en même temps. Par contre, ça coûte une blinde, je crois que c'est 7500 $. Faut les avoir. Moi, perso, je les ai pas. Voilà. J'ai fini et je vais vous parler, je vous avais parlé une fois de vous dire que ça c'était vraiment une pépite pour l'avenir à cause de la tokenisation. C'est un fournisseur en fait clé en main de tokenisation. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien sur la vidéo où j'avais parlé de Stobox. Voilà, gardez à l'esprit dans un petit coin cette entreprise Stobox qui fournit pour les entreprises entre autres des clés en main où ils s'occupent de tout en fait pour tout tokeniser, que ce soit l'immobilier, les titres, vraiment tout. Ils ont eu énormément, même si c'est en sous-marin, beaucoup de awards depuis pas mal d'années. Il va falloir du temps, mais ça se développe et surtout ils ont une réglementation où eux ils sont nickel aussi au niveau de la compliance. Voilà, et on voit qu'ils font un partenariat stratégique avec le stablecoin, avec Statis, qui ont un stablecoin qui s'appelle le URS, qui est assez connu maintenant, voilà, pour être en compliance, et donc il y a un partenariat avec Stasis. On continue, ils vont participer, je vous rappelle, il y a une convention européenne de blockchain qui sera au mois de, je crois que c'est septembre, fin septembre, et Stobox va participer, ils auront un stand à ce summit. Voilà, et là je peux vous dire que dans ce summit il y a du lourd, que ce soit institutions, les entreprises et aussi les entreprises de blockchain, de fintech, etc. Il y a du costaud. Mastercard, donc voilà, il y a Ripple d'ailleurs qui est sponsor, entre autres. J'ai terminé pour le XRP. Je vous parle 2 minutes de You. J'en parle de temps en temps. Pourquoi j'en parle de temps en temps? Parce que pour ceux qui sont dans l'Union européenne, je pense que je ne suis pas conseiller financier, mais je pense que c'est judicieux si vous avez un petit peu d'argent en trop dans une banque européenne d'aller migrer en Suisse. Je vous rappelle que c'est pas interdit. Il faut juste, par contre, déclarer le compte
tout simplement aux impôts. Il faut le déclarer, comme quoi vous avez ouvert un compte You, mais je pense que ça a pas mal d'avantages. Le premier, je dirais, c'est hors juridiction de l'Union européenne, donc pour prendre votre épargne, c'est quand même plus balèze. Après, cette banque suisse a aussi d'autres avantages qui peuvent être intéressants, comme par exemple c'est un compte multidevises. Si vous voyagez, vous allez pouvoir sans frais, en fait, si vous avez plusieurs devises, ça va, vous achetez avant, les devises, vous les échangez, et comme ça, vous avez des devises pour payer, vous n'avez pas les frais. Les frais de transfert internationaux sont vraiment corrects. On a aussi, qui est intéressant, c'est que l'application est pas mal faite. On connaît la sécurité des banques suisses, donc là, c'est quand même intéressant aussi. Vous pouvez acheter des actions, des ETF, des cryptos bien sûr. J'ai d'ailleurs moi sur You un petit peu de XRP. Bien sûr je joue pas avec parce que sinon là si vous les transformez en fiat c'est imposable, vous pouvez pas les transformer en stablecoin. Ça c'est plus si vous voulez sur du long terme. Et vous avez, quand vous faites des trades, vous achetez des actions, etc., vous allez gagner des Swissquote, qui est en fait un petit peu leur monnaie que vous pouvez échanger en crypto, que vous pouvez échanger en euros, en dollars, en ce que vous voulez. D'ailleurs, avec mon lien, vous gagnez des Swissquote dès que vous rentrez tout simplement sur You. Voilà, donc il y a pas mal d'avantages, mais surtout, pour moi, vraiment l'intérêt, c'est hors juridiction de l'Union européenne. Et j'ai terminé et on va passer maintenant à la minute complotiste. Et là, la dernière fois on avait vu les JO. Je vous ai pas dit, mais il y a des choses que j'ai pas pu mettre. Je me suis fait censurer la vidéo. Donc on va essayer d'y aller calmement pour pas me faire défoncer non plus encore là. Donc on va juste écouter quelqu'un. Je suis entièrement d'accord avec sa façon dont c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de culture. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le suivre, hein. Juste je veux que vous écoutez sa théorie et franchement la théorie pour moi elle me parle beaucoup aussi parce que moi j'ai un peu fouillé sur en fait le passé, qui a pris un peu le contrôle. Si vous fouillez un petit peu, vous comprendrez qui a pris le contrôle, et je dis bien un contrôle presque entièrement mondial. Et bien on va écouter ce qu'il dit, tout simplement. Dire au faux, d'où vient cette haine de la foi chrétienne? Alors on avait déjà expliqué ça, mais si vous voulez, il y a un système de caste qui tourne dans une anacyclose que Platon avait décrit dans la République. En fait, qui explique justement quand une civilisation ou un peuple érige en une civilisation, etc., vous entamez une grande déchéance en fait jusqu'à sa fin. De l'aristocratie, on va... Alors évidemment, l'aristocratie, selon Platon, ça n'a rien à voir avec la définition de la Renaissance ou même tardive. Mais bref, en fait, vous avez différentes castes. Je vais la refaire en très très court. Voilà, c'est là que c'est intéressant de comprendre, en fait, déjà de comprendre que dans la vie, tout est cycle, la nature, tout est cycle. Et en fait, on est en fin de cycle, et je voudrais que vous écoutiez, si ça vous intéresse, un petit peu son point de vue, et je le rejoins. Vous avez la caste des érudits, ceux qui s'occupent de la spiritualité, de la sagesse, des sciences, de la haute morale, etc. Enfin bref, tout ce qui remet le domaine de l'érudition. Les ecclésiastiques, etc. Vous avez la caste des guerriers, qui est préposée à la politique, au monde temporel, ceux qui gèrent la cité, dans le quotidien, etc., qui gèrent justement que pour tout le monde ait à bouffer, qu'il n'y ait pas de guerre, machin, ou s'il faut faire la guerre, bah voilà, il faut aller au carton, la politique, de manière générale, quoi. Vous avez les producteurs, hein, ceux qui sont au labeur, qui travaillent la terre, qui fabriquent les choses pour faire fonctionner la cité. Et la dernière caste, qu'on ne nomme pas généralement, on considère comme étant la caste des esclaves, des serfs, etc. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne trouvent pas leur place dans la cité. Voilà. Et que du coup, on essaye d'insérer malgré tout. Donc c'est là où on trouve les miséreux, comment dirais-je, ceux qui sont malheureusement moins cortiqués que les autres, etc. Et c'est surtout là où on trouve la pègre.
Parce que dans la quatrième caste se construit très généralement tout ce qui est rapt, vol, la mafia, si vous préférez, quoi. Ok, qu'on aurait pu appeler dans le temps la guilde des voleurs. Pour ceux qui ont joué à Skyrim et qui sont promenés à Faillaise, si vous descendez dans la souricière à Faillaise, vous allez voir ce qu'est la pègre. Justement. Et ben ça, c'est la quatrième caste en général. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous déclinez civilisationnellement, il y a une chute de caste en caste, ce qui fait qu'à la fin, ceux qui récupèrent la boutique, c'est la quatrième caste, c'est donc la pègre, la mafia, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc on passe de, normalement, ceux qui d'abord érigent, c'est comment dirais-je, les érudits, qui portent au pinacle vraiment l'aristocratie. Voilà, donc ça en fait, il vous explique que avant c'était, on va dire, les religieux qui géraient en fait. Ensuite, il y avait en dessous l'aristocratie, bien sûr, mais au début, c'était ce qu'on appelle les gens, enfin la spiritualité qui gérait en fait. Et donc avant, il n'y avait pas cette dégénérescence au début en fait du cycle. Du coup, on nomme des rois, on nomme des reines, on nomme des gens capables de gouverner dans la caste guerrière. Et il faut savoir que les rois, etc., on vous le décrit dans les films comme des dictateurs, alors qu'en fait, les rois avaient, si vous voulez, c'était un peu les représentants de la religion, et il y avait des valeurs, et ils protégeaient quand même leur population. Ok. En général, il y a toujours une révolte des guerriers contre l'érudition. Ça, c'est ce qu'on a vu notamment, par exemple, chez nous, avec Philippe le Bel qui se rebelle contre l'Église, etc., qui essaie de naviguer comme ça, donc il fait buter les Templiers, tout le bordel, enfin, tout un truc, quoi. Voilà, donc là on voit, c'est là il y a eu un changement de cycle, c'est-à-dire que c'est descendu d'un étage où vous avez ce qu'on appelle les religieux qui sont descendus, et cette fois-ci c'est les guerriers en fait qui ont pris en fait eh bien le leadership. Donc là c'est ce qu'on appelle dans l'hindouisme la révolte des kshatriyas, c'est-à-dire la révolte de la caste guerrière contre les érudits. Donc là ça commence à se casser la gueule. Mais bon, on a encore une noblesse qui essaie de tenir un peu la route. Ensuite, ça se casse la gueule, les bourgeois qui appartiennent à la classe des producteurs, c'est les producteurs qui ont bien prospéré par le commerce et la marchandisation des choses, qui ont fait plein de pépettes, ils prennent le pouvoir. Ça, c'est la Révolution française. Voilà, donc là on voit, ensuite il y a encore un écroulement d'un étage, et cette fois-ci, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir après la Révolution de 1789. Pour nous. C'est là où la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, donc ceux qui appartiennent au haut du panier de la caste des producteurs, donc qui font le pognon et tout, prennent le pouvoir. Donc ils effondrent la caste noble guerrière, ils prennent le pouvoir à leur place. Donc on se retrouve avec des marchands au pouvoir. C'est pour ça que du coup on a une république qui est axée que sur le pognon et tout le bordel. Et c'est là où va se développer tout ce que vous connaissez de l'histoire de France, les conquêtes commerciales, tout le bordel, etc. Puis après, la bourgeoisie, pareil, elle va se casser la gueule, et c'est la mafia, la pègre, qui toujours s'immisce dans les affaires des bourgeois, pour faire du pognon aussi d'ailleurs, qui prend la place, et donc on se retrouve à la fin en tyrannie, avec la pègre qui dirige. Et donc là, ensuite, il y a effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. C'est donc en fait, c'est une mafia qui dirige, mais il faut bien comprendre que par contre, ça n'a pas été par la force, ça a été par ce qu'on appelle l'infiltration en fait. Je vous ai fait un résumé très simple. Donc, dans ce processus-là, il y a une déspiritualisation. Ça veut dire que à la base, vous avez une caste d'érudits et une tradition spirituelle avec la connaissance, la sagesse, le savoir, tout le machin, qui communiquent tout ça à tout le reste de la cité. Et puis, à chaque fois qu'une caste se casse la gueule et qu'on perd, vous savez, dans la cyclose, on perd un cran, quoi, si vous voulez, la spiritualité chute avec. Elle se met à disparaître, en fait. Et quand on en arrive à la fin, donc quand la pègre prend le pouvoir, mais la pègre, elle croit en rien. La pègre, elle n'a pas de foi, elle est sans foi ni loi, justement. Au pire des cas, elle est même satanique, comme c'est le cas aujourd'hui.
Donc voilà pourquoi, à un moment donné, vous arrivez à avoir une haine contre la spiritualité. Parce que... Voilà, donc en tout cas c'était sa théorie, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, et juste je voulais vous montrer pour terminer, pour la petite minute complotiste, voilà la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, donc ça c'est après la Révolution française. Vous voyez cette personne avec les ailes, elle a un sceptre ici, et regardez ce qu'elle pointe. Je pense que vous connaissez tous maintenant, celui qui ne connaît pas, il n'est vraiment pas réveillé. Vous voyez, ça c'est la déclaration des droits de l'homme. Regardez sur quoi ça pointe. Je pense que vous connaissez ce triangle avec l'œil au milieu. Et il faut bien comprendre que ça, c'est le signe des Illuminati et aussi, bien sûr, avec les francs-maçons. Et c'est eux qui ont instauré cette révolution, donc. Et bon, je ne vais pas faire tout un truc, mais je pense que maintenant, ça peut permettre à certaines personnes d'ouvrir un petit peu les yeux. Après, il y a des grandes recherches, moi, que j'ai faites depuis longtemps. Vous pouvez comprendre que, en fait, par exemple, les Illuminati, ça vient d'Allemagne, les Illuminati de Bavière qui ont été créés. C'est par Bauer. C'est par en fait Bauer qui a changé de nom à un moment donné. Il s'est fait griller là-bas. Après, les Illuminati se sont fait jarter. Il a changé de nom de Bauer à Rothschild, tout simplement. Et il faut comprendre qu'à la base, si vous faites des recherches sur Bauer, ce sont tout simplement des gens qui ont c'est des envoyés, c'est des khazars qui ont été envoyés en fait pour infiltrer toute l'Europe de l'Ouest, parce que c'est compliqué, mais ils se sont fait dégager il y a très longtemps, et qu'à la base leur royaume c'était Kiev, c'était en Ukraine. Bon bref, ça c'est à vous de faire vos recherches, mais il faut bien comprendre que, comme dit ce monsieur qui est très intelligent, qu'on est en fin de cycle et il faut pas, bien sûr, va falloir chaque fin de cycle, quand vous avez un changement à chaque fois d'étage, comme il vous a expliqué, il y a des tensions, ça chauffe. Ça veut dire que là on est en fin, et c'est peut-être pour ça que dans la Bible ils disent les derniers seront les premiers et les premiers seront ensuite les derniers, mais en tout cas on est en fin, c'est-à-dire que cette mafia va tomber, et par contre elle va pas tomber sans se laisser faire, donc ça va être chaud patate. Va y avoir des dommages collatéraux comme il y a eu pendant la Révolution française, comme il y a eu à chaque fois qu'il y a eu un changement justement d'étage. Voilà, j'espère que cette petite minute complotiste, c'est plutôt l'heure complotiste, vous a plu, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, bonnes vacances à tout le monde.